Bonjour à tous et bienvenue ici à Nantes sur le plateau du débrief techno, toujours au Web Today pour un troisième numéro. Aujourd'hui, on va parler d'institutions et en particulier de la Hadopi avec le streaming et le téléchargement illégal. Eric Walter, bonjour, vous êtes secrétaire général d'Hadopi. Ça commence bien. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ce qu'est Hadopi ? Alors Hadopi, c'est l'institution qui a été mise en place par la loi qui porte le même nom en 2009 et qui a en charge à la fois la lutte contre le téléchargement illégal, en particulier sur les réseaux peer-to-peer, et de l'autre côté, parce que les deux choses s'équilibrent, l'encouragement à l'offre légale et l'observation sur les usages culturels numériques. D'accord, et alors en pratique, comment ça se passe ? C'est-à-dire que c'est une surveillance du web qui va essayer de détecter tous les actes de téléchargement ? J'adore ce mot. Non, pas du tout. Bien entendu, pas du tout. Comme vous le savez, les réseaux peer-to-peer sont ouverts. Oui. Et donc, les titulaires de droits repèrent la circulation de leurs œuvres en fonction d'un certain nombre de signatures, c'est quelque chose de très classique, sur ces réseaux où elles n'ont pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas d'autorisation de la part des titulaires de droits. Une fois qu'ils ont fait ce repérage, ils nous confient leurs constats, et sur la base de ces constats, la commission ad hoc au sein de l'Hadopi, qui s'appelle la commission de la protection des droits, décide de donner une suite ou de ne pas donner une suite. Mais en tout cas, il n'y a pas de surveillance du net, en ce sens que n'importe qui peut aller sur un réseau peer-to-peer et effectivement, un fichier d'œuvre protégé se reconnaît sans aucune difficulté. Et alors, ce système d'avertissement puis éventuellement de condamnation après au bout de 3 avertissements, comment est-ce qu'il est mis en place au quotidien ? Alors au quotidien, il est mis en place sur la base justement des constats que nous transmettent les ayants droit, qui sont des constats anonymes. En réalité, les titulaires de droit, lorsqu'ils font ces constats, n'ont aucune possibilité de savoir qui est derrière. Et donc la première étape consiste pour nous à nous adresser au fournisseur d'accès pour lui demander qui est derrière, et ensuite à déclencher éventuellement le premier avertissement, suivi du deuxième, suivi du troisième en cas de récidive, et définitivement en cas de récidive qui ne change pas de comportement. À ce moment-là, la commission peut décider de transmettre au juge. Mais il est aussi bien important de savoir que l'Hadopi n'a aucun pouvoir de condamnation. C'est le juge in fine qui, sur la base du dossier constitué, prendra une décision. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de condamnations ? De condamnations, il y en a peu. De dossiers transmis au parquet, il y en a une centaine, ce qui est, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un très bon résultat. Parce qu'il faut bien voir que le système Hadopi n'est pas fait pour envoyer au juge, il est fait justement pour éviter d'envoyer au juge. Donc plus on a de transmissions au parquet, plus on est en échec. Moins on en a, plus on est en succès. Donc il y a une centaine de dossiers, et à ma connaissance de mémoire, je dirais peut-être une bêtise, mais on n'a pas des informations au jour le jour. Déjà actuellement une quinzaine qui ont été jugées. D'accord. Et on voit alors je ne sais pas si vous avez des chiffres, on n'a pas besoin des chiffres exacts, mais on voit une grosse réduction au fur et à mesure des avertissements du nombre de personnes concernées ? On voit une grosse réduction du téléchargement illicite en peer-to-peer depuis le lancement de l'Hadopi. Il y a eu à l'époque du lancement, mais même avant, parce que les avertissements c'est une chose, je dirais que le buzz qui est fait autour du principe même de respecter le droit d'auteur en est une autre qui est presque plus efficace. Donc on a vu une très forte réduction au lancement, avec maintenant depuis un an à peu près une stabilisation dans des proportions raisonnables. Tous ces dispositifs, tout le monde le dit, ne sont pas faits pour éradiquer quoi que ce soit, ils sont faits pour maintenir des pratiques illicites dans une proportion raisonnable, de sorte qu'elles n'atteignent pas le développement du marché. D'accord, alors on a beaucoup parlé, entre autres à cause d'un rapprochement de la Hadopi avec le CSA. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Écoutez, ça c'est une question à poser au gouvernement. Non, de fait, je dirais que du côté de l'Hadopi, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on n'a ni avis négatif ni avis positif, dans la mesure où c'est vraiment un choix qui appartient d'abord au gouvernement et ensuite aux parlementaires, mais qu'il ne faut pas se focaliser sur l'existence même d'une institution. Ce qui est important, c'est la pratique des missions. Donc, la pratique des missions peut se faire dans une boîte, la boîte s'appelle Hadopi, elle pourrait tout à fait se faire dans une autre, et si jamais tant que les missions sont préservées, que le savoir-faire des agents est maintenu, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Donc il peut y avoir un intérêt en termes d'efficience, comme on dit, de l'action publique, en termes d'économie de l'action publique. Donc on travaille sur ce sujet, et on travaille même avec le CSA en toute tranquillité. Quant à où ça en est, c'est définitivement une question à poser au gouvernement. D'accord. Et alors, on voit quand même beaucoup de détracteurs à la Hadopi. On sait que beaucoup... C'est un sport national. On sait que beaucoup ont parlé de son inefficacité, et entre autres à cause du faible nombre de condamnations et des personnes condamnées.
Alors, qu'est-ce que vous répondriez aujourd'hui à ces personnes qui critiquent la Hadopi? Est-ce que c'est pas justement parce que on va à l'encontre pas d'un phénomène de société, mais on va à l'encontre de beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs téléchargent. Est-ce que c'est pas aujourd'hui ça qui entraîne cette réticence et cette mauvaise vision de la Hadopi? Je pense pas. Bon, les détracteurs et la controverse qui entoure Hadopi, je la connais effectivement bien, plutôt bien, ouais. plutôt bien. Je crois qu'il y a deux catégories de détracteurs. Il y a ceux qui, de toute façon, ne veulent pas entendre le simple fait qu'il faille trouver des solutions pour tenter d'appliquer le droit sur Internet, même si on est tous d'accord que ces solutions passent par le juge, ce qui est le cas avec Hadopi, j'hésite pas à le rappeler. Après, constat en inefficacité parce qu'on a envoyé peu de dossiers au parquet, c'est une incompréhension tellement totale des fondements même de l'esprit de la loi que j'ai pas grand-chose à leur répondre. Si les gens voulaient des charrettes, la loi n'est pas écrite pour ça, donc de toute façon, il n'y a rien à dire. C'est pas fait pour ça, c'est fait au contraire. D'ailleurs, ça a été noté par le Conseil constitutionnel, et ce point-là est intéressant dans son avis sur la Hadopi. C'est fait pour éviter d'engorger les tribunaux avec des sujets qui sont des sujets mineurs. Et de ce point de vue-là, ça marche extrêmement bien. On est sur des millions de premiers avertissements avec effectivement une toute petite centaine de transmissions au parquet. Imaginez si tous ces avertissements avaient été transmis à tous les tribunaux, on serait dans une saturation totale. Et l'objectif de ne pas saturer les tribunaux, donc n'envoyer aux tribunaux que des dossiers qui vraiment ont un fondement donc, infractionnel et délictuel, est vraiment un objectif de bonne justice et de bon traitement de la justice. À ça, j'ajoute que ces mêmes détracteurs ont l'habitude d'occulter systématiquement les autres missions de la Hadopi, qui sont équilibrées, on est vraiment sur du 50-50, et dans les autres missions, même si on a mis du temps à se trouver sur la mission offre légale, il y a quand même maintenant énormément de choses qui sont faites, que ce soit sur la possibilité donnée aux internautes de signaler des œuvres qu'ils ne trouvent pas de façon légale, que ce soit sur le recensement d'à peu près 450 sites et plateformes d'offres légales. Personne ne sait. Ça, c'est le label pur, c'est ça? Non, c'est plus le label pur. C'est plus le label pur? Non, non, c'est plus le label pur, il n'existe plus, il a été enterré. Ça, c'est le croisement entre la labellisation, d'une part, mais qui est une démarche volontaire des plateformes, et notre observation d'autre part. C'est-à-dire qu'on a à peu près 70 plateformes labellisées qui ont fait la demande du label, mais à ça, on a ajouté à peu près 350 autres plateformes dont notre observation nous permet de dire qu'elles ont toute l'apparence de la légalité, et on croise des informations publiques comme celle du CNC, comme celle du Centre national du livre, comme le rapport Google Transparency, etc., etc. Et une fois de plus, vous partez dans la rue, demandez à quelqu'un combien de plateformes d'offres légales vous connaissez, il vous dira jamais 450. Non. Or, elles sont là, donc y compris des plateformes qui mettent les œuvres à disposition en Creative Commons, y compris les plateformes de partage, y compris les plateformes d'œuvres libres. Donc l'offre, je dirais, légale, mais c'est-à-dire qui respecte la loi, est extrêmement diversifiée et peu connue. On essaye de la faire connaître. Et enfin, troisième volet, je pense aujourd'hui, en toute modestie, allons-y, qu'on est l'institution la plus pointue en matière de connaissance des usages culturels numériques. Et ce point est essentiel parce que on est sur un sujet qui évolue à toute vitesse. On l'a toujours dit. Et d'ailleurs, au début, on faisait facilement le procès de la loi qui va trop lentement par rapport à l'Internet, etc. Je pense que c'est extrêmement important pour le législateur comme pour le gouvernement d'avoir des informations les plus fiables, les plus concrètes et les plus objectives sur ces usages avant de prendre des décisions. Et ce travail-là, on le fait maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, et nos travaux désormais sont tout à fait reconnus. Donc on a une vraie connaissance poussée de ce qui se passe en réalité sur Internet en matière d'usage des œuvres. D'accord, alors justement, cette offre légale, elle est souvent critiquée par, pour son prix en général, que l'utilisateur trouve trop cher, et pour cause télécharger illégalement, c'est gratuit. Par rapport au gratuit, tout est toujours trop cher. Ça. Mais... D'autant plus que le gratuit, pardon de nous interrompre. Il y a vraiment une énorme nuance entre le vrai gratuit et le faux gratuit. Le faux gratuit, j'entends par là, si c'est du gratuit en contrepartie d'attaque massive de publicité, d'utilisation massive de mes données personnelles, c'est quand même une gratuité toute relative. On est d'accord. Indolore au début, mais quand même toute relative. Oui, peu après, effectivement. Et alors, il va y avoir l'arrivée d'un grand acteur en France avec cette offre légale qui s'appelle Netflix d'ici à la fin de l'année, pour rester dans les termes officiels. Est-ce que vous en attendez quelque chose à la Hadopi, cette arrivée?
Alors, déjà, l'offre légale, il faut distinguer l'offre légale de musique, l'offre légale de film, l'offre légale de séries, l'offre légale de livres, etc., etc. Donc, sur l'offre légale de musique, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'elle est trop chère. Pour un prix moyen qui s'est stabilisé autour de 9,99 €, enfin on va dire 10 €. On a un abonnement qui nous donne accès à, je crois, 10 millions de titres ou 8 millions de titres. Oui, quand on est chez Spotify ou chez Deezer, ou chez Napster, nouvelle version, ou au kiosque Fnac. Et même Cobuzz. Et même Cobuzz. Moi-même, je suis client Cobuzz. Et ça se voit sur Twitter assez souvent. Bref, on a une offre pléthorique de contenu pour un prix qui est quand même très raisonnable. Pour ce même prix, hier, on achetait un titre. Enfin, un album, plus exactement, ou 2 albums, 3 albums. Aujourd'hui, on pioche dans une masse d'œuvres disponibles. Donc, je pense que pour la musique, le problème est vraiment en passe d'être réglé, mais en tout cas, le point « c'est trop cher » n'est plus légitime. On ne peut pas dire que c'est trop cher. Pour le cinéma et les séries télé, là oui, effectivement, l'arrivée de Netflix bouscule le paysage français. Donc, de toute façon, comme il n'y a pas de lutte contre le piratage sans amélioration de l'offre légale, nous, on voit ça plutôt d'un bon œil en attendant de voir les effets réels. Mais le meilleur moyen de lutter contre le téléchargement illicite, ça restera toujours d'avoir une offre légale, licite, la plus large possible, à un prix accessible, donc il y a une question de consentement à payer. De ce point de vue-là, le fait que Netflix vienne bousculer un peu le paysage français est, je le répète, pour nous une bonne chose. Alors je ne sais pas si vous saurez répondre, mais avec l'arrivée de Netflix, s'est posé le problème de ce qu'on appelle, alors je vais perdre le nom, le temps qui s'écoule entre la chronologie des médias. Voilà, merci, la chronologie média, le temps qui s'écoule entre la sortie d'un film et sa disponibilité en VOD. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi l'un des problèmes qui encourage les gens à se porter vers le téléchargement illégal, parce qu'on sait qu'en général, les films et les séries sont disponibles très peu de temps après leur première diffusion sur les plateformes illégales, alors qu'il faut attendre plusieurs mois en général pour les trouver sur une offre légale. Est-ce que c'est pas l'un des problèmes aujourd'hui ? Non, je crois pas. En fait, la chronologie des médias, je pense que c'est un petit peu un faux problème. Et il faut mentionner aussi qu'il y a, dans la suite du rapport Lescure, en ce moment, le Centre national du cinéma d'un côté et le CSA de l'autre, et qui sont en train de pousser assez fortement à une évolution du dispositif. Maintenant, c'est moins la chronologie des médias en elle-même que ce qu'on appelle, sans être trop technique, les fenêtres d'exclusivité. Sachant que cinéma comme série, on est sur des systèmes de financement en amont. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il faut monter un plan financier, qu'un certain nombre de partenaires participent à ce plan financier, que du fait de ce plan financier, vous avez l'œuvre qui se crée, et qu'après, évidemment, les partenaires, pour retrouver leur investissement, ont besoin de pouvoir diffuser l'œuvre dans des conditions d'exploitation qui leur permettent d'espérer un retour d'investissement. Alors, pas rentrer trop loin dans les explications techniques, c'est un sujet éminemment complexe, mais c'est très clair qu'on ne peut pas, au nom de l'envie d'avoir immédiatement le contenu disponible, mettre à bas ce dispositif, parce que ça reviendrait clairement à mettre à bas tout le dispositif de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle française. Ce serait pas une très bonne nouvelle. D'accord. Alors une question peut-être un peu plus épineuse pour la Hadopi, quid du streaming, légal ou illégal ? C'est très ambigu. C'est très ambigu. Dans son premier rapport, Mireille rendu sur le streaming à la présidente de l'Hadopi par Mireille Imbert-Carretta, et Mireille Imbert-Carretta pose la question. Donc c'est très ambigu, ça veut dire que le droit ne donne pas de réponse claire. Et donc il est difficile de dire aujourd'hui si la totalité du streaming est légale ou illégale. En revanche, il est très clair que si on retrouve en streaming une œuvre qui est par exemple encore diffusée sur les écrans, je pense au cinéma, c'est totalement illégal. D'accord. Ok, Eric Walter, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Débrief Techno, le Débrief Techno à Nantes pour le Web Today. Un 3e numéro à retrouver sur l'actutechno.tv et nous on se retrouve demain. Au revoir. Merci à vous.